on va pouvoir se lancer dans cette partie qui, moi, je l'attendais. Quand j'ai lancé le rendez-vous d'Andragogique, en plus, je me suis dit, tiens, il faut que j'invite Marion et il faudra peut-être que je la fasse discuter avec Clément sur ce sujet. De quoi on va parler et ça va être quoi les grands enjeux de cet échange? Il y en a plusieurs. Moi, déjà, je voulais vous inviter pour deux raisons principales. Toi, Clément, tu viens de créer un jeu, tu viens de co-créer un jeu dédié à la conception pédagogique. Et du coup, tu as dû te poser plein de questions sur, OK, comment je fais pour systémiser la manière de concevoir, donner des règles précises qui permettent à des personnes, en s'amusant, de créer des formations. Donc, on va pouvoir éplucher ça et creuser parce qu'il y a plein de questions et de choix que tu as dû faire qui sont passionnants. Et de ton côté, Marion, tu as cette logique startup, structuration, systémisation et agir à grande échelle pour créer des formations qui oblige aussi à définir des règles, à trouver des manières d'automatiser, d'harmoniser des pratiques et surtout de rendre ça très pertinent et efficace. Et tu as un propos sur le rapport à l'exploration du besoin, à l'analyse d'un contexte qui est très largement sous-estimé dans le milieu de la formation et ça va être génial d'en parler. Globalement, on va avoir deux grandes questions qu'on va pouvoir explorer ensemble dans la prochaine heure. C'est est-ce qu'on peut vraiment systémiser la conception pédagogique? Ça veut dire définir un ensemble de règles extrêmement précises et des systèmes très précis de quand il y a ça, je fais ça, quand il y a ça, je fais ça. Là, à ce moment-là, j'ai 5 options différentes. C'est ça, ça et ça. Et si on peut systémiser la conception pédagogique, alors la réponse est oui, on peut le faire un peu, mais jusqu'à où? Et c'est quoi les limites quand on fait ça? L'enjeu, en fait, qui est aussi derrière et qui, moi, m'intéressait, c'est que c'est un des points de douleur principaux que je vois au quotidien avec les formateurs que j'accompagne. C'est la conception, j'y vais un peu au feeling, un peu au doigt mouillé et je fais des boucles et je reviens. Ça me prend trop de temps. Parfois, c'est compliqué. Ça peut être une source de douleur en même temps que c'est une source de kiff. Et pour en sortir, il y a des règles qu'on peut se donner. Il y a des outils qui sont très pertinents et qui permettent de prendre du plaisir encore plus, mais à d'autres moments. Donc, on va explorer ça. Mais avant ça, je vous avais dit que j'avais des surprises. Là, Marion et Clément ne sont pas au courant. Je vous donne un petit challenge qui va être... Alors attention, j'ai même fait un petit jingle. Ça va être le défi chrono. J'ai peur. T'as peur, tu as bien raison d'avoir peur, Clément, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai jamais fait ça. C'est juste, ça fait 6 jours que je n'ai pas fait d'impro. Alors, j'ai envie qu'on se fasse un petit peu d'impro ensemble. Notre challenge commun à tous les trois, ça va être d'expliquer et de partager les essentiels de la conception pédagogique en 2 minutes top chrono. J'ai un timer à côté pour les 2 minutes. Attention, la seule contrainte qu'on va avoir, c'est que... Ah non, ça commence pas maintenant, Clément. La seule contrainte qu'on va avoir, c'est que ça va être interdit de dire plus de 5 mots d'affilée. Du coup, on est obligé de se compléter et on est obligé d'essayer de commencer une phrase et de se débrouiller avec les autres vis-à-vis de cette phrase-là. Et vous savez quoi? Je vais même réussir à mettre un petit chronomètre qui va être par là. Je vous fais un partage. Comme ça, on a bien la pression comme il faut. On est obligé de rester sur notre temps. Et hop. Wow. Aïe, Ok, donc aïe, aïe. 5 mots, et c'est un autre qui prend la parole, et c'est ça, et on fait en mode collaboratif comme ça pour Ouais, expliquer c'est la ça. conception pédagogique à un public de Alors, le novices, public, de justement, débutants. merci. C'était écrit, mais j'ai pas lu toute ma consigne. Merci, Non, parce que Clément. le public, c'est important. Enfin, je dis pas ça pour vous caliez ça à un moment dans les 5 mots, mais je pense qu'il va falloir qu'on en parle. Ouais. Et on sent le petit tricheur tu sais, qui reste dans les clous, mais toi, j'aimerais bien faire des jeux coopératifs avec toi un jour, Ah juste ouais, il pour voir faut. ce que ça donne, quoi. Je suis sûr qu'on va gagner pour le coup. Ouais, ça on gagne à chaque Alors, fois. le public, c'est, on se dit qu'on parle soit à une ingénieure pédagogique débutante ou à un formateur qui commence, qui a des petites notions, qui a créé quelques formations, mais qui n'a pas un niveau de maîtrise absolue, qui n'a pas encore ancré sa méthode. Il n'y a pas une méthode propre qui soit vraiment actée. Alors, l'un ou l'autre, ou les deux? Parce que c'est quand même deux publics très différents. Non?
Allez, on parle à Pardon, des je suis chiant. formateurs. On parle à des formateurs. Ok, on parle à un formateur. Ok. Et est-ce qu'on se donne 3 minutes? Non, on va se donner 2 minutes. Hein. On reste sur le 2 minutes. Ça va être encore plus challengeant. Hop là, hop là. Et est-ce que vous êtes prêts? Vous n'avez pas le choix, ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Débrouillez-vous. On commence Bonjour, par nous allons vous parler De conception pédagogique et des bases de... ce qu'est vraiment une expérience. pédagogique. Pour commencer, il est important de Comprendre qu'il y a un besoin au-delà de de ce ce qui est qui dit est par les exprimé. départements formation. De ce qui est exprimé, ouais, c'était bien ça, vas-y, continue. Bah, j'ai dit mes mots, de ce qui est exprimé. C'est exprimé par les futurs apprenants eux-mêmes. Essentiel donc d'aller sur le terrain. Pour découvrir, rencontrer, échanger. Et être au plus proche de son client final. Pour ensuite définir des modalités. Qui elles-mêmes sont inspirées des objectifs de la formation. Qu'ils soient stratégiques, opérationnels ou pédagogiques. En focalisant sur le faire, les activités. Je bug, c'est pas comme ça que je fais d'habitude, moi, la conception, trop intéressant. Ok, et les messages clés sont très importants dans une conception pédagogique. Pour conclure, retenons que... La conception pédagogique est un processus très structuré. Et méthodologique. Hop, ça embraye après sur la méthode, on est bien. Hop. Ouais, peut mieux faire. Hein. C'est pas un exercice évident, ça, quand même. C'est pas du tout un exercice évident, mais du coup, Clément, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus avec toi, ton expérience. Donc, tu as co-créé un jeu qui s'appelle Pause and Play avec Olivier, j'oublie tout le temps son nom de famille, Bernert. Bernard, voilà, vous ne savez pas. Bernert, oui. Et du coup, allez, je l'introduis rapidement et puis après, tu peux Vas-y, nous ouais. partager c'était quoi votre processus. Il est en plusieurs étapes. Il s'intéresse à plusieurs étapes de la conception pédagogique. Et il y a une logique de gamifier, donc de rendre ludique la manière de faire de la conception avec différentes étapes, avec des choses qui peuvent arriver. Et votre intention, c'était de faire un jeu qui puisse servir à des équipes pédagogiques pour créer leur formation. Ouais. Mais du coup, comment on fait pour arrêter des méthodes précises? Parce qu'il y a 10 000 manières de concevoir. Nous-mêmes, on n'était pas d'accord là dans ce petit jeu. Il y avait des trucs qu'on les faisait un petit peu différemment. Ouais. Oui, la genèse, en effet, c'est ça. C'était avec Olivier, on s'est posé la question de... on s'est pas posé la question, c'est on travaille régulièrement avec des clients, des petits clients, des gros clients, des petits OF, des gros OF, des grosses boîtes, des petites boîtes. Et ce dont on a rapidement pris conscience en allant faire des missions chez eux, c'est que concrètement, il y avait un manque de méthode. Alors bon, Olivier et moi, on est ingénieurs, donc tout ce qui est carré, cadre, rectangle et les trucs qui rentrent dedans, on aime bien. Mais au-delà de ça, je pense que le fait de manquer de méthode dans les entités où on est allé voir, ça avait malheureusement pour conséquence de... Enfin, en gros, comme ils n'avaient pas de méthode, ils n'avaient pas de processus qui était finalement cadré et qui permettait d'arriver pour chacun de leurs développements de formation à des trucs qui soient vraiment avancés, précis, concrets et pertinents par rapport à des objectifs qui sont fixés au début, quoi. Et donc, on s'est dit, bon, bah, ok, essayons finalement de développer une méthode. À la base, c'était plutôt une méthode qu'un jeu, en fait. Essayons de développer une méthode qui passe au travers de l'ensemble des étapes de la conception pédagogique, de la conception de l'écriture d'un cahier des charges, à l'analyse du public, à la conception d'un parcours multimodal, au choix des activités, jusqu'à l'évaluation, l'animation. Il y a 10 étapes à l'intérieur. Et on s'est dit, voilà, essayons finalement de méthodologiser chacune de ces étapes pour offrir aux équipes un cadre
pourraient voilà, utiliser pour concevoir leur propre formation. Alors rapidement, on s'est rendu compte que, enfin, en réfléchissant et puis encore une fois en allant faire un tour chez nos clients, que ce qui se passe aussi très souvent, c'est que l'ingénieur pédagogique, quand il y en a, il est seul ou elle est seule dans l'équipe learning et elle travaille un peu en mode, c'est-à-dire que elle va convoquer son expert métier une fois de temps en temps pour travailler avec lui, elle va de temps en temps voir le commanditaire, elle va de temps en temps aller sur le terrain, mais finalement, on est vraiment dans un mode silo comme ça et ce qui manque dans ça, c'est la méthode, j'en ai parlé au début et de l'autre côté, je pense la partie intelligence collective de, bah, mettons-nous tous autour d'une table pour réfléchir ensemble, travailler ensemble et proposer in fine un parcours qui soit le plus pertinent pour l'atteinte des objectifs qui sont visés. Et donc c'est comme ça qu'est venue cette idée de créer un jeu qui est en fait, une sorte de prétexte, hein, pour remettre autour de la table tous les acteurs de la conception d'une formation, l'ingénieur pédagogique, le concepteur, le commanditaire, l'expert métier, voire même les futurs apprenants, et les faire co-développer ensemble autour, en effet, tu le disais très bien Julien, de méthodes. Et donc ces méthodes, c'est des choix qu'on a fait dans chacune de ces étapes. On a fait des choix revendiques, mais qui sont bah, voilà, des choix de par nos expériences et de la manière dont qu'on a de travailler cette conception pédagogique. On a fait des choix de méthode et Tiens, de... on va pouvoir s'amuser avec ça, sur les choix et peut-être que tu peux, toi, expliquer les différents choix que vous avez faits de donc conception pédagogique, quelles que soient les méthodes, on va toujours passer par globalement les mêmes grandes étapes. On part des besoins, qui sont, tout au début et on termine en fait, on termine pas vraiment. À la fin, on a de l'amélioration, sur un dispositif qui nous permet après de continuer. Entre tout ça, il y a plein de méthodes différentes, entre du Hadi, du Naomi, du papillon, du je sais pas quoi. Partage-nous, toi, les différents choix que vous avez faits. Et puis, Marion et moi, on pourra comparer en direct. Ah bah tiens, moi, je le fais plutôt comme ça. Ouais. Ah, c'est marrant, comment tu fais? Bah, nous, en fait, les méthodes sont inclus dans les différentes étapes. C'est-à-dire que pour nous, une méthode, c'est une façon de faire. Donc, par exemple, quand on va être sur le jeu pour les objectifs pédagogiques, on a pris la méthode de la taxonomie de Bloom pour rédiger les objectifs. Voilà. Et donc, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on considère que aujourd'hui, c'est la méthode la plus efficace pour définir des objectifs pédagogiques. C'est questionnable, hein. Je dis pas que c'est la seule. Je dis pas que la rédaction, enfin, le fait d'écrire des objectifs pédagogiques est la seule façon de faire. D'ailleurs, il y a d'autres méthodes qui existent, voilà, on aurait pu en prendre d'autres. Mais aujourd'hui, c'est celle qu'on a considérée comme étant la plus appropriée pour le public qu'on vise, la plus aussi, je pense, simple à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur cette méthode-là. Mais globalement, ce qu'il faut retenir en fait de ça, c'est que les étapes de la conception pédagogique, tu l'as très bien dit, peu importe les frameworks, les modèles ou voilà, ça passe globalement tout le temps par la même chose, quoi. C'est définir un cahier des charges, définir un public, Vas-y, s'assurer. justement, là, on va les détailler à chaque fois Ok, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui peut-être n'ont pas toute cette méthodologie précise en tête. Ça nous permettra de poser les bases et après, on va pouvoir geeker, aller beaucoup plus loin dans les outils et la systémisation. Donc, toi, première étape, définir un cahier des charges. C'est quoi ouais, l'enjeu? Comment vous avez proposé de faire ça? ouais. En fait, le concept du développement du cahier des charges, c'est l'objectif, hein, c'est d'aligner tous les parties prenantes qui vont travailler à la formation. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'être capable de décrire l'environnement complet d'un parcours de formation, ce qui permettra derrière de rédiger des objectifs pédagogiques, de choisir des modalités, des outils, etc., etc. Ici, enfin, il y a pas de méthode sciences de l'éducation ancrée qui existe pour écrire un cahier des charges, quoi. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un jeu ou plutôt un atelier collaboratif au sein duquel on va, enfin si, il y a quand même des méthodes parce qu'on utilise le QQO, QCCP. Donc on utilise la méthode du qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi, pour faire en sorte que toutes les personnes autour de la table que j'ai citées tout à l'heure se posent les bonnes questions dans le cadre de leur conception de formation. Ok. Toi, Marion, OK? c'est une étape dont tu parles beaucoup et sur laquelle tu portes beaucoup d'attention. Mmh. Comment tu fais cette étape de cahier des charges? À quoi tu fais particulièrement attention? D'ailleurs, tu l'appelles peut-être pas comme ça, toi? Disons que le brief ou cahier des charges, je pense qu'on est à peu près sur le même, format. Pour moi, il rentre aussi on va dire que le point d'entrée, j'utilise pas mal ce qui est jobs to be done. Donc moi, j'utilise pas mal de méthodologie du produit, mais du coup, dans jobs to be done, c'est vraiment on essaye aussi bah, ça reprend, je pense, une partie de QQCPQ. Je n'arrive jamais à les avoir dans l'ordre.
mais c'est vraiment les caractéristiques Ouais. enfin pas les caractéristiques, l'objectif final pour les apprenants au-delà de l'apprentissage et au-delà de la formation. Et donc c'est vraiment un focus sur, en fait, dans ta vraie vie, tu essayais de faire un truc et en fait, tu as pas réussi à le faire et donc c'est là où la formation a du sens. Et tu es déjà en train d'essayer de faire des choses et c'est ça qui va dans la logique de Jobs to be done. Hem Et ça passe beaucoup par des interviews, des entretiens avec les apprenants, du terrain, si on a l'occasion d'aller sur du terrain, si on est sur des compétences où on peut voir ce qui se déroule. Et donc, oui, pour moi, cette phase-là, c'est une phase, on va dire, on va dire une partie du cahier des charges, c'est une phase d'exploration le plus proche possible du terrain. Euh, et aussi toute une phase un peu euh, je ne sais pas dans quelle mesure d'ailleurs vous le faites dans le cahier des charges. Alors moi, c'est un peu toujours entre le cahier des charges et vraiment la partie séquençage. C'est cette question aussi de bon, par rapport à ce qu'on souhaite enseigner, comment est-ce qu'on va le définir en termes de quelles sont les contraintes associées à la matière à enseigner. Et donc, qu'est-ce que ça implique aussi déjà un peu en termes de... Pardon, j'en perds mes écouteurs. Vous m'entendez quand même? On t'entend bien, oui. Qu'est-ce que ça implique en fait en termes déjà on va dire, ce qu'on fait souvent, c'est un peu une pré-analyse de tâches pour essayer de comprendre, OK, en fait, là, sur ce que je veux enseigner, il va y avoir déjà des contraintes, par exemple logistiques purement, qui vont, me permettre d'aller en direction de mon cahier des charges et notamment, je pense par exemple à, je sais pas si j'ai une contrainte technique, où je dois apprendre, une compétence physique, en fait, je peux faire autant de que je veux, mais il y a un moment, va falloir y aller, quoi. Donc, est-ce que j'ai accès aux machines? Est-ce que j'ai accès, à l'espace? Est-ce qu'il y a un espace sécurisé intermédiaire? Enfin, voilà, ce type de choses. Je sais pas si ça répond un peu, Si, mais si, complètement, ça, c'est les éléments complètement. du cahier Et des charges. moi, j'ai quelques échos là-dessus d'ailleurs. Alors, à force d'expérimenter et d'accompagner des personnes, j'ai trouvé moi, mes propres mots pour expliquer simplement les enjeux de la conception. Et j'ai un peu la même chose. Alors, moi, j'appelle ça l'analyse du contexte. Le livrable, c'est un cahier des charges. Et il y a 3 axes qu'on va explorer, qui sont les enjeux organisationnels, en termes d'objectifs stratégiques, vers où on a envie d'aller, le profil des apprenants, aller les connaître le plus que possible, et tout ce qui va être contraintes matérielles et logistiques. Et c'est la somme des 3 qui permet, ce que je trouve très intéressant, c'est de résumer tout ça dans un document qui soit super court. Ça peut être 2 feuilles A4 où on met tout ça, parce que ça, en fait, pour moi, c'est la phase où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et on veut réduire Mmh. à Ouais. OK, j'ai les essentiels pour travailler sur la suite. Objectif, message clé, on va en parler après. Ouais. Mais c'est trop cool. On fait la même chose, mais en utilisant des mots différents globalement. Ouais, moi, en fait, le premier jeu, là, sur lequel première partie de la méthode qu'on propose avec Olivier, typiquement sur le cahier des charges, c'est vraiment une description globale de la formation, et cetera. Mais on n'est pas là aux objectifs stratégiques ou opérationnels, ni à la définition du public qu'on a mis un petit peu, qu'on a mis dans des autres cases. Alors, ça reste des cases. Tu prends les 3, tu les mets ensemble, ça fait ce que vous avez dit. Voilà. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les 10 mini-jeux, c'est que les 4 premiers mini-jeux, ça constitue justement l'analyse de la demande et ce que tu as très bien défini avec tes 3 étapes, Julien, à l'instant. Donc voilà. Et c'est vraiment cette partie, je pense, aujourd'hui qui est, à mon sens, pas assez développée et qui a des erreurs, on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas des ratés dans les conceptions pédagogiques parce qu'on ne prend pas le temps justement de se poser les bonnes questions, de savoir s'il y a un réel besoin de formation. On a un jeu, typiquement, le Mmh. jeu, c'est et ton truc, c'est vraiment un besoin de formation. Est-ce que ce que tu proposes là, c'est pas en fait juste un besoin de imprime un flyer, lance-le à la cantine et puis tu auras communiqué l'information à tout le monde et puis c'est bon quoi. C'est pas de la formation que tu demandes en fait quoi, c'est de la com. Ou est-ce que c'est un problème Mmh. managérial? Voilà. Et donc toutes ces questions-là, on les met dans un package, nous, qui est un peu le avant quoi, mais c'est la conception initiale qui est l'étape selon moi la plus importante parce qu'elle cadre tout le reste. Mm. Oui, carrément. Et c'est marrant parce que je pense que ce que tu mentionnes là sur la fin, c'est quelque chose qui souvent n'est pas fait parce qu'en fait on arrive un peu tard Mmh. dans le Ouais. processus. Et donc c'est ça, pour moi, ça pose la question de quel est le lien entre
l'ingénierie pédagogique et presque le design organisationnel, quoi. Et du coup, ça pose des vraies questions de comment est-ce qu'on arrive à mener cet espace-là. Moi, je sais que typiquement, là, quand je travaille avec des équipes et que je dois créer avec les équipes les processus et les outils qu'ils vont utiliser, en fait, j'arrive rapidement enfin, j'arrive assez peu à avoir un devis figé. Donc, je propose toujours Ouais. une phase qui est, je vais voir, je vais rencontrer vos équipes et puis, selon ce qui va se passer, on va se dire si ça va durer 4 jours et que c'est super ou si ça va Mmh. durer 3 mois. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose à mettre sur la table, quoi, dans la façon dont on travaille, cette logique hyper itérative. Et qui est pas évidente à vendre quand tu es freelance parce que, on arrive, on vient te voir en te disant, «J'ai un problème, je veux une formation pour régler le problème» et si tu commences direct par remettre en cause ce que, globalement le mec qui va te payer, vient de te proposer, bon voilà, ça peut être d'une certaine manière aussi à double tranchant quoi donc il faut savoir remettre en cause de manière assez, intelligente, intelligible et pédagogique, mais je suis d'accord avec toi, le lien entre l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique, parfois, il est pas enfin, on va dire la gestion des compétences au sens large dans les entreprises et plus bas en dessous, l'ingénierie pédagogique et le comment j'atteins la montée en compétences de mes salariés. Parfois enfin, je trouve qu'il y a un trou dans la raquette, très souvent. C'est pour ça qu'on a créé ce jeu justement sur, est-ce que vraiment votre demande, c'est un besoin de formation? Mmh. Et tiens, je prends ce qu'il y a dans le chat aussi. Donc, Sabrina, ouais, il y a un replay qui sera sur l'événement LinkedIn. Donc, il y a le même événement et sur le lien qui défile en bas. Nadège, par rapport à ta question sur une formation en anglais, est-ce qu'il y a une analyse à faire? Carrément. En fait, dans l'analyse et notamment dans les échanges qu'on peut faire avec le public qui va suivre des formations en anglais, il y aura plein d'éléments qui seront géniaux à avoir pour la suite de la conception. Pourquoi vous faites cette formation? Qu'est-ce qui vous limite? Dans quel contexte est-ce que vous allez utiliser l'anglais? Et toute cette connaissance, il y a une notion d'empathie même qu'on peut avoir, elle va nous servir derrière dans le reste de la conception et c'est extrêmement riche. Et ça va même être très intéressant. Moi, ça m'arrive souvent avec des personnes que j'accompagne où il y a une formation qui existe déjà, mais je sens que ça percute pas assez avec le public. Et en fait, souvent, l'enjeu, il est de repasser par le recueil du besoin et le cahier des charges. En fait, vous êtes qui? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi ce qui est important pour vous? Et après, ça va nous permettre de retravailler nos objectifs, nos messages clés et les méthodes qu'on va proposer. Mais comme tout part du besoin et tout part du public, il faut le connaître et on ne peut pas faire l'impasse de ça. Et d'ailleurs, sur cette question, entretien, connaissance du public, tu en as un petit peu parlé, Marion, mais je suis curieux de. Toi, c'est un truc que tu as beaucoup développé. Concrètement, comment tu mènes ces entretiens-là? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que ça apporte pour le reste de la conception derrière? Ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, je fais des entretiens individuels, où j'essaie vraiment d'aller comprendre, la réalité du, métier ou de la situation de la personne à peu près, pas du tout par rapport à ma formation. Donc vraiment, c'est une logique où j'essaie vraiment de connecter en me disant, «OK, donc ton job, c'est ça prend combien de temps ça? C'est quoi les étapes de ton travail? C'est quoi les contraintes de ton métier?» C'est et cetera. Donc vraiment quelque chose qui est beaucoup plus généraliste, mais qui va me permettre en fait d'agréger beaucoup d'informations déjà sur la personne, sur ses caractéristiques, sur ses contraintes, sur, ce qui a déjà fonctionné, alors on rentre, hein, sur la fin de l'entretien sur un peu plus de concret par rapport à la formation, mais j'essaye que ce soit pas du tout le sujet, pour aussi, sortir de juste, «Ah moi je pensais de faire ça comme formation, est-ce que tu penses que ça sera bien?» Parce que globalement les gens te disent: «Bah oui, oui, ça va être super, ça va nous être super utile», mais c'est pas du tout en fait, la façon dont tu peux vraiment récupérer de la donnée exploitable. Donc il y a pas mal on va dire d'entretiens individuels et je fais pas mal aussi d'entretiens de co-design, donc là où on est en collectif, d'ateliers de co-design à plusieurs, soit avec, alors souvent on fait un mélange, hein, avec, des gens qui ont l'expertise et des gens, apprenants, ou alors 2 groupes séparés et où là aussi on va aller se poser les questions de: «OK, c'est quoi, les use cases métiers en fait? C'est quoi les activités clés? C'est quoi les contraintes clés? C'est quoi ce qu'on a déjà observé sur le terrain?» Et donc là aussi, on va vers du jobs to be done, hein, en fait, dans la description, par des ateliers collectifs. Et ce qui est cool souvent, c'est que ces ateliers collectifs-là, ils permettent aussi après que les personnes, elles soient ambassadeurs de la Mmh. formation à leur niveau, que ce soit en étant, formateur, facilitateur ou que ce soit en étant, apprenant et aussi qu'ils puissent transmettre du coup déjà, ces éléments-là
et aussi de les avoir déjà dans la boucle pour tout ce qui va être itération, bêta test, retour, partage de voilà, des premiers jets et cetera. Génial. Génial et ouais, juste un truc que j'ai envie de mettre en lumière, c'est, ce que tu as décrit, je pense que ça s'applique très, très bien quand on est dans un contexte on développe une formation qui va nous «coûter beaucoup» entre guillemets ou qui va être déployée à très grande échelle et du coup, on veut au moins sur le premier jet, en faire une qui soit bien pertinente. Mmh. Et donc ça va très bien marcher. Il y a des personnes qui vont nous écouter et qui sont plutôt dans un quotidien de OK, je suis formateur, j'ai mes formations qui tournent. Parfois, c'est pas moi qui les ai créées, c'est l'organisme de formation. Et là, Mmh. du coup, insister sur la partie que tu as évoquée sur l'itération et le fait Mmh. d'impliquer des personnes qui ont suivi, qui ont bêta testé des formations, qui ont fait des formations, ça va aussi permettre d'ajuster l'écart qu'il y a entre le besoin qui a été pris en compte pour faire une formation Mmh. et le besoin réel. Et ça, tout le monde peut le faire, poser la question à la fin de la formation, vraiment faire le retour, qu'est-ce qui t'a le plus apporté ou pas? Faire le retour à la fin de la formation, même 6 mois après, ça peut être très intéressant et ça Mmh. permet, assez rapidement de pouvoir ajuster ce qu'on fait. Oui et dans la logique des plus petits pas, on va dire, si on n'a pas, ni les moyens, ni les ressources, ni le temps, de faire, des ateliers complexes de co-design, je veux dire même rien que d'aller récupérer un tout petit peu des ambitions et des attentes des apprenants en amont, que ce soit enfin moi je sais que ça m'est arrivé de suivre des formations où juste on m'a passé un coup de fil de 5 ou 10 minutes pour me dire, «Ah, en fait, pourquoi tu veux faire, cette formation? Qu'est-ce que c'est un peu ton projet, associé?» et cetera. Ou que ce soit par un questionnaire, hein, si même on a vraiment, 0 ressources. Mais je trouve que récupérer, ce type de feedback, ça permet aussi de, créer un sentiment d'appartenance quand les personnes, elles rejoignent et qu'on leur dit: «Ah oui Clément, bah oui, on s'est eu au téléphone, c'est toi qui es en train de faire, ta reconversion, sur tel sujet», ben, du coup, ça commence déjà à créer du lien et aussi on peut commencer à utiliser ce qui est existant, en fait, de sortir aussi de cette logique de, vous êtes là, la feuille blanche, on va vous nourrir et vous allez ressortir, le ventre plein, mais plutôt de pouvoir commencer à tirer les fils, hein, de se dire, «Ah oui, en fait, toi, dans ton contexte, tu es dans ce type de contexte-là, tu veux nous en dire plus? Et en fait, vas-y, je te laisse la parole» et je sors de ce côté très sachant, justement. Mmh. Trop bien. Donc ça, c'était sur toute la partie, analyse du contexte slash cahier des charges. Allez Clément, si on reprend en fil conducteur le jeu Pause and Play que vous avez, développé. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre le lien du crowdfunding dans le chat, qui continue. C'est Merci. Je le mets. carrément, ouais. Heu, c'est quoi les étapes suivantes du coup, dans votre, jeu? Bah, donc on a fait la partie de cahier des charges, définition du public. Après, donc on a parlé des objectifs opérationnels et stratégiques, qui sont surtout une question de est-ce que finalement, il y a un réel besoin de formation derrière? Ensuite, on vient bien sûr définir les objectifs pédagogiques, qui sont globalement, les compétences, que vont devoir développer les apprenants pendant la formation. Bon, bah, ça, méthode classique à la Bloom, ça fonctionne très bien, c'est compréhensible de tous. Encore une fois, moi, je rappelle que c'est pour un jeu dans lequel, tu mets autour de la table, des personnes qui ont de la formation ou pas, donc il faut aussi que ce soit faut pas que ce soit trop enfin, on voulait pas que ce soit quelque chose qui soit trop verbeux ou trop, sciences de l'éduc, entre guillemets, enfin voilà, chercheur en sciences de l'éduc depuis 30 ans, qui utilise des termes incompréhensibles et du socio-constructivisme et compagnie là. Enfin des trucs, qui sont très intéressants, mais qu'un formateur, terrain, comprend pas, qu'un apprenant comprend pas non plus. Donc on est parti de la taxonomie de Bloom pour définir les objectifs pédagogiques. Ce qui est en fait une méthode, à mon sens, qui fonctionne plutôt très bien et qui permet après d'aligner la suite. La suite étant la constitution du parcours multimodal et pour chacune des modalités qui ont été choisies, la constitution des en tant que telles, c'est-à-dire le choix des activités dans chacune des modalités. Donc pour nous, une modalité, c'est un environnement d'apprentissage, classe virtuelle, présentielle, after work, enfin voilà. Les activités, c'est vraiment les grains modulaires qui vont composer cette modalité. Et donc là, on fait travailler sur les deux gros jeux centraux, on va dire, de ce package de 10 mini-jeux qu'on a pu tester au Learning Show et voilà et qui visent aussi on a mis à l'intérieur, bien sûr, de la méthode et on a mis aussi, au-delà de la méthode, je pense, des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on pense être des bonnes façons de faire. C'est sortir du, 9h-17h, le cul posé sur une chaise pour faire du présentiel et essayer de s'adapter un peu au mode de consommation d'aujourd'hui, faire du avant, pendant, après,
pas faire du avant, pendant, après, parce que c'est bien de faire du digital ou de la synchrone, mais il y a des études qui montrent que ça fonctionne mieux, quoi. Et donc, en gros, c'est voilà, reprendre ces grands concepts-là et pouvoir les appliquer dans un jeu, en l'occurrence 2 jeux, avec des contraintes créatives qui vont venir de temps en temps pour chambouler un peu justement la construction de ces parcours, chambouler la construction des modalités en tant que telles. C'est vraiment cette idée de sortir un petit peu les équipes pédagogiques et de leur quotidien et de ce qu'ils font peut-être très bien, mais voilà, les sortir de leur cadre pour faire différemment et les forcer à faire différemment, d'une certaine manière. Par le jeu. Le jeu, encore une fois, un prétexte, hein, ok. Même si c'est gamifié, c'est travaillé avec un game designer et c'est d'ailleurs super intéressant de travailler là-dessus parce que on travaille avec Didier Lenain-Bragard qui a créé des jeux de société et donc qui est game designer et qui nous aide dans les mécaniques de jeu. Bon, moi j'aime bien m'amuser, mais j'aime aussi beaucoup apprendre. Et donc j'ai toujours ce truc un peu de dilemme de OK, où est-ce que je mets le curseur entre c'est un jeu et c'est un outil. Voilà. Et donc il faut vraiment bien jauger le truc pour. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas le sortir le samedi soir pour jouer avec votre famille à ce jeu pédagogique, c'est clair. C'est jamais, enfin voilà, c'est pas un Uno ou un Milborn. Et globalement, il faut réussir à trouver le bon niveau pour que ce soit challengeant, pour que les joueurs y trouvent leur compte et qu'en même temps, on atteigne l'objectif pédagogique final qui est quand même de concevoir des parcours multimodal et les activités qui vont avec. Donc ça, c'est le cœur vraiment de post-play, je dirais, avec ces constructions de parcours multimodaux et les activités qui vont dedans. Génial. Et c'est puissant de voir à quel point, en fait, en fonction du cadre qu'on se donne dans la conception, ça nous amène à faire des choix très différents. Et j'adore le fait de fonctionner par cases qu'on positionne, et notamment cette question de la multimodalité. Le simple fait d'avoir tu vois, j'ai le mot en anglais qui vient aussi, un canevas ou un pattern. Je ne trouve Ouais. plus en français. Ah, Canva, en Une français, ça se dit, hein. Ah, ça se dit? OK, ça va. Ouais, ouais. Un canevas de structuration, Mmh. ça vient poser des questions là où parfois on fait par automatisme, et notamment le Ouais. 9h-17h, qui peut être parfois très important. Marion, je suis curieux, j'avance un peu parce que le temps avance. Il y a une grande question à laquelle on n'a pas répondu. C'est sur la question de la systémisation, jusqu'à où aller, ce qu'on peut faire. Je te pose 2 questions dans l'une. Je te fais confiance pour te débrouiller avec ça. La première, c'est plus une interpellation ou une remarque. Je suis curieux. Toi, j'avais l'impression, quand on faisait le petit jeu des 2 minutes, que tu passais du recueil des besoins des apprenants directement, et directement après, tu allais vers les méthodes et les outils. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Donc, je suis curieux de qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que tu essaies directement une méthode et tu itères et ça va être ce mode de fonctionnement avec, je partage le contexte de en quoi ça m'a interpellé. C'est que moi, un des trucs que je dis souvent à mes apprenants, c'est attention, ne rentrez pas directement dans la méthode ou dans la technique parce que vous allez vous perdre. Commencez par définir bien les objectifs, les messages clés, trouver les méthodes qui répondent à ces messages clés. Donc, curieux de ça. Et du coup, sur tout ce qui est méthode, mise en place, technique, comment systématiser, comment aller plus vite? Je sais que tu m'avais parlé à un moment de catalogue de techniques où on se dit: «OK, quand je suis dans cette situation, je peux utiliser cette technique-là». On a nos 5 techniques qu'on aime bien utiliser ou nos 5 méthodes. Question très large, mais je sais que tu vas t'en sortir avec ces questions beaucoup trop brouillonnes. Ouais, merci. Écoute, pour la première, je pense que j'ai surtout vu le chrono qui avançait et donc j'ai essayé d'aller sur une définition, pas forcément chronologique, mais plutôt, on va dire, qui puisse faire rentrer, certains mots-clés. Et pour moi, le mot-clé, la question des activités, c'est un mot-clé, très précieux parce que moi, je suis pas trop dans la team, contenu. Je pense que tout le monde le sait maintenant que je suis vraiment en faveur des interactions et des activités et de l'évaluation formative et que le contenu, il vient nourrir ces moments-là. Donc pour reprendre ta question initialement, non, je pense qu'effectivement, une fois qu'on a fait l'analyse de besoin, il y a un vrai moment de design d'expérience, et que le design d'expérience, il vient aussi avec comprendre vraiment, le jobs to be done, comprendre, ce qu'on cherche à faire à la personne dans la vraie vie, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des preuves de ça au sein de la formation, donc un peu toutes les logiques d'évaluation, qu'elles soient formatives ou sommatives.
mais de pouvoir se dire il y a des endroits, en fait, où on essaye d'amener la personne dans la vraie vie à faire des choses et quels sont un peu les livrables intermédiaires Mmh. et de ça découle après pour moi, les types d'activités et les formats. Je pense que vraiment le format, il se décide à la toute fin, à part si vraiment, on a des contraintes, dès le début où on se dit: «Ah ouais, en fait, nos apprenants, ils sont, tous hyper attachés à des lits, dans un endroit où ils peuvent pas utiliser leurs mains. Là, on est sur un sujet hyper spécifique où il va falloir, réduire le nombre de formats, mais encore, il y en a plusieurs qui sont discutables. Donc non, les formats, ils se choisissent forcément à la fin, une fois qu'on a un peu décidé où est-ce qu'on voulait emmener la personne, en termes d'expérience. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans justement la question de la systématisation, c'est ça et ça revient un peu, je pense aussi avec Clément, tout le propos, de votre jeu, c'est que, bah, on est très rapidement à avoir beaucoup de projets en tant que formateur ou concepteur ou ingénieur pédagogique et donc on réutilise ce qu'on connaît. Et donc la possibilité de se dire: attends, en fait, tout ce que j'ai fait une fois dans une formation où je me suis dit: «Ouah, là, j'ai pris des risques, j'avais un peu plus de dispo, je me suis lancée dans ce truc, dans ce jeu, dans cette activité, dans cette proposition de rétroaction, dans ce truc de groupe». Bah, en fait, pour moi, tous ces éléments-là, ils peuvent être réutilisables et bien sûr qu'il va falloir qu'ils soient adaptés et au public et au contenu et aux compétences qu'on cherche à transmettre. Mais en fait, de les avoir plus comme justement des cartes à jouer, des placeholders possibles et qu'ensuite ce soit des pièces de puzzle qu'on puisse, mettre les unes avec les autres et donc c'est souvent ça que moi je fais avec les équipes d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'on se pose et on se dit: «OK, dans votre expérience, c'est quoi tous les éléments?» Si on doit couper le plus petit grain, le plus petit composant, qu'est-ce que c'est les éléments qui se tiennent d'eux-mêmes, hein? On n'est pas, la réponse de la question 3 du quiz 7. On se dit: «Quel est l'élément pédagogique qui se tient de lui-même?» où l'expérience peut être faite de A à Z par un apprenant, de façon congruente Ça peut et être combien quoi ça, est-ce qu'on par en a? exemple? Tu parles d'un grain, genre ça va être une vidéo, ça va être une activité de 15 minutes et son débriefing? C'est quoi Mmh. ces éléments les plus petits, que tu parles? Ouais et bah, hyper dépendant des équipes. Il y a typiquement des équipes qui vont travailler, je sais pas, qui vont produire, des contenus de cours, en ligne ou de formation en ligne, tout à fait en asynchrone et ben, ça va être, un snippet audio, une vidéo, un exercice réflexif, en résumé, un quiz, un tutoriel, et cetera. Ça va être sur, des équipes L&D qui travaillent sur beaucoup plus de types qui sont pas du tout sur une échelle produit, qui sont vraiment sur des projets. Donc ils vont avoir un coup, un workshop, vie ma vie de, prends mon poste, dans telle boîte pendant une journée, qui vont avoir, aussi, du e-learning. Mais alors du coup, e-learning, c'est un bucket pour eux. C'est une expérience, c'est pas tous les éléments d'un e-learning parce qu'en fait, sinon on irait trop dans le détail. Et donc en fait, ça dépend vraiment de qui sont les équipes. Et du coup, on prend ce 1er composant-là, on les liste tous, en fait et après on commence à décider ensemble, collectivement, mais aussi à décider avec ce qu'on connaît des sciences de l'éducation. On essaye quand même de les utiliser là, mais de façon appliquée, à se dire, bah, quand je cherche à faire ça, auprès de mes apprenants, quels sont les composants qui sont les plus utiles? Et quand j'ai cette contrainte de projet, c'est-à-dire, par exemple, j'ai pas de thunes ou j'ai pas de motion designer, de graphic designer et je suis nulle en graphique visuel, bah, avec ces types de contraintes, ces types d'efforts sur les différents composants, bah, quelles sont vraiment les cartes avec lesquelles je peux jouer? Ouais. Ou je me retrouve avec, je sais pas, une équipe, où il y a énormément de problèmes de communication, où je vais peut-être éviter de faire un truc un peu, challenge, contest, on va tous les mettre contre les uns contre les autres parce que déjà, l'ambiance est pourrie. Bah, ça va être des éléments, en fait, de se dire: «OK, qu'est-ce que je viens chercher en termes de, voilà, en termes de soft skills, de posture, en termes de contraintes, caractéristiques, de chacun des milieux?» Mais tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on décide qui va faire que, par exemple, je sais pas si je décide, OK, on a le composant workshop, quels sont les critères de design qu'on veut lui appliquer? C'est quelque chose qu'on décide collectivement par rapport au public à qui on s'adresse. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais du coup, c'est ça Alors un moi, Oui. petit peu la logique de composants.
Ouais, si je reprends, je vais faire le lien avec ce que tu disais, Clément, on va pouvoir continuer. Je pense que ce qui va être intéressant là, il va nous rester peut-être, allez, 15-20 minutes sur cette question-là de la conception de la signature pédagogique. Ça va être de définir ensemble les outils qu'on peut avoir pour être dans une logique de systémisation de sa conception. Donc déjà, avec ce qu'a partagé Clément, il y avait toute cette logique de j'ai des canevas de structuration et je sais que quand j'ai une conception, je vais systématiquement passer par telle étape, telle étape, telle étape. Ne serait-ce que la structuration de mon livrable à chaque étape va m'orienter vers les questions que je vais me poser et les éléments que je vais pouvoir mettre dedans ou pas. Donc ça, c'est un premier élément qui sert à fond dans la conception pédagogique. Et ça, que vous soyez un gros organisme ou simplement formateur, formatrice indépendante, allez-y et itérez avec vos méthodes de conception. Prenez de la conscience, enfin, mettez de la conscience sur comment je fais, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me prend du temps, qu'est-ce qui me prend pas de temps. Mais ça, Dans- pour moi, c'est un mapping de processus. Enfin, finalement, Ouais. là, c'est la version visuelle, c'est un canevas pour avoir les étapes et pour l'avoir devant soi. Quand on est, par exemple, nous, moi, ça m'arrive d'être avec des équipes de 5-10 personnes. C'est le premier truc qu'on fait, c'est-à-dire, on est là au début, on vient recevoir une requête d'un Ouais. client, il faut qu'on arrive à la shipper. Par quoi vous passez? C'est quoi toutes les étapes, les sous-étapes, les livrables intermédiaires? Et je pense que ça rejoint tout à fait cette version visuelle du canevas. Donc ça, c'était le premier outil. Je termine juste le récap et je te passe la parole, Clément. Je sens que tu as envie de Vas-y. Donc, première astuce, premier élément, premier pilier même, c'est je suis au clair sur mon processus, mes étapes, mon canevas et c'est quoi mes livrables à chaque étape de conception. Là, pour vous partager quelques méthodes de conception pédagogique, vous pouvez utiliser Adi, je vous le mets dans le chat. Vous aurez plein de trucs là-dedans, sur Internet, qui vous redonnent les étapes et les livrables qui peuvent être associés à ça. Et si vous checkez un peu ce que je partage sur LinkedIn, il y en a une autre que j'ai développée qui s'appelle la méthode papillon et qui vous aide aussi à segmenter des livrables en 4 étapes, pour le coup. Il y en a plein d'autres. Allez, je vous en donne une autre, c'est Naomi, qui marche aussi pour le projet. Vous pourrez explorer par vous-même par la suite. Marion, tu nous as dit, OK, en fait, c'est cool, on a nos étapes, mais il y a des moments où on doit faire des choix, notamment dans nos choix d'activité. Et là, ça va être très intéressant de définir ces composantes minimum qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, c'est des activités qui marchent très bien dans un contexte donné, pour un public donné, voire même pour un objectif donné. Et après, à force ça de peut les être des réutiliser, on va ça peut être aller plus des vite. activités ou ça peut être des composants de contenu, ça peut être, Ok. ça dépend vraiment du contexte dans lequel ça se passe. Ok, donc ça, c'est notre règle numéro 2. Clément, je te passe la parole. Je pense qu'on va pouvoir trouver 5 règles pour notre top 5 des règles pour systémiser une conception pédale à la fin. Bah, je sais pas si c'est une règle, mais moi j'essaie quand même toujours de m'appuyer sur des grands principes de sciences de l'éduc éprouvés, quoi. Enfin, je dis pas qu'il faut utiliser Bloom à chaque fois ou l'action mapping ou ADI ou LX et compagnie, mais je pense quand même qu'il y a des trucs qui ont été écrits depuis les années 50 en sciences de l'éducation, des gens qui ont travaillé sur cette science-là et qui enfin, j'essaye à chaque fois moi de me raccrocher à des choses scientifiques pour aussi montrer que la science de l'éducation et ce qu'on fait en pédagogie, c'est pas une science molle, quoi. Je tombe souvent sur ouais, bon, ça va, tu vas pas apprendre à former. Je donnais un cours de maths à mon filleul en 6e, c'est bon, je suis formateur, quoi. Ou alors je suis un GPDA parce que j'ai fait bon. Ok, si tu veux, mais en fait, derrière, il y a quand même des trucs, à mon avis, tangibles sur lesquels c'est important de s'appuyer, qui, à mon avis, permettre l'ingénieur pédagogique à défendre son point de vue, s'il faut qu'il le défende d'une certaine manière, voilà, ou en tout cas à appuyer son point de vue plutôt, et deux, à embarquer les équipes en leur expliquant que bah voilà, ces choix qui sont faits, c'est pas non plus que des choix au doigt mouillé. Ah, tiens, je vais mettre un podcast. Ah tiens, là, c'est cool de faire du micro-learning. C'est-à-dire que on le fait parce que on a analysé le public, on a fait ci, on a fait ça, et parce que aussi on sait que selon telle et telle étude, faire ci ou faire ça à ce moment-là, ça marche bien ou ça marche pas, quoi. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est une base qui est importante. Et donc moi, quand j'essaie de systémiser et de créer mes cases, mes canevas, mes carrés dans lesquels je rentre des trucs là, j'essaye aussi à chaque fois de me dire pourquoi je crée cette case et qu'est-ce qu'il y a derrière finalement scientifiquement. Ce qui n'est pas toujours facile, mais j'essaie de le faire en tout cas. Moi, ce que Ouais, ça carrément. Et me... je pense Vas-y, Marion. que justement, c'est tout le travail tu vois, quand tu disais, on n'a pas forcément envie
de plomber, on va dire, les utilisateurs finaux avec toute la théorie de sciences d'éducation, mais on veut l'avoir un peu mâché et de l'avoir mis au bon endroit. Mmh. Et je pense que c'est ça, en fait, le sujet. C'est Ouais. comment est-ce qu'on la rend activable? Comment on se dit: «OK, bah, en fait, si je commence à, utiliser ma taxonomie de Bloom et que j'arrive à avoir mes différents composants et mes différents types, d'activités ou de modalités par rapport à ce que je cherche à faire, bah, en fait, j'ai un niveau, qui est lié à la taxonomie Bloom, mais qui va me permettre de très rapidement, classifier et savoir ce qui est utilisable ou ce qui est pas utilisable si je cherche à, évaluer, par exemple. Mmh. Hem, Sans être trop dans verbeux, pompeux pour des gens qui connaissent pas justement ces trucs-là. Et c'est nous mmh, typiquement dans le jeu qu'on a fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est de se dire en fait, autour de la table, le seul gars qui connaît la science de l'éduc, si tout se passe bien, c'est l'ingénieur pédagogique, quoi. Mais après, il bosse avec des gens qui sont, formateurs, experts métiers. Moi, j'ai bossé pendant des années à l'Institut français du pétrole et je c'est des experts de chez experts sur des sujets ultra techniques. Voilà, enfin la science de l'éduc, ils connaissent pas et entre guillemets enfin ils s'en moquent un peu, quoi. Quand ils viennent te voir en mmh, disant: «Je veux, faire de la classe inversée» ou enfin: «Je veux changer mes méthodes enfin mes méthodes de formation» et cetera et cetera. Il faut que tu arrives à leur apporter ce truc de science, sans être trop, verbeux et pompeux, en laissant un peu de place à la créativité parce que c'est aussi une chance qu'on a dans ce métier et il y avait un commentaire tout à l'heure qui était vachement bien là-dedans, c'est que tu peux créer de la méthode tout en laissant des portes un peu ouvertes pour faire des trucs qui sortent un peu du cadre et ça, moi, j'adore. Mais il faut mmh. quand même qu'on apporte tout de même un cadre, rassurant. Ouais. Et là-dessus, moi, ce que ça m'évoque, c'est bah, c'est une de mes grandes convictions d'ailleurs dans mon activité. Ma société s'appelle Big Five Formation parce que je suis parti de ce principe-là que la théorie, c'est super intéressant, mais il faut la rendre activable rapidement. Et je me suis retrouvé un moment en étant responsable de la pédagogie d'un organisme où j'avais plein d'experts métiers qui devaient concevoir rapidement des formations qui coûtaient très cher à la journée. Je ne pouvais pas passer des heures à les former. Et ça m'a obligé à dire, OK, mais en fait, c'est quoi le top 5 des points importants à faire dans une formation? Et ça m'a obligé à faire ce travail dont vous parliez juste avant, qui était de dire, OK, ben en fait, comment je traduis des grands concepts pédagogiques en des règles très concrètes? Mmh. Mmh. Et ce travail-là, je le trouve génial. Deux options pour moi pour l'utiliser, c'est partager, encore une fois, un canevas ou des règles très précises à donner à des Mmh. personnes qui débutent dans la pédagogie, dire OK, vas-y, j'essaye avec ces règles-là. Ou alors construire ces règles au fur et à mesure et avec des formateurs et des formatrices qui débutent. C'est un super exercice de se dire OK, en fait, moi, si je me donne direct dans ma conception, mais vraiment en termes de déroulé, qu'est-ce que c'est? Et les règles pour donner des éléments très précis, ça peut être, par exemple, je ne fais jamais plus de 10 minutes avec un temps qui soit descendant. OK, en fait, c'est une contrainte. Ça peut être, dans mes 30 premières minutes, c'est les apprenants parlent plus que le formateur ou la formatrice. Systématiquement, quand je fais un retour de pause, je vais, remobiliser les connaissances sur ce qui s'est fait avant. Ou alors, dès que je fais une activité, j'ai au moins, la moitié du temps de l'activité qui est consacré à un débriefing. Et en fait, passer par ces règles-là, alors parfois il y en a qui elles vont pas marcher, hein, mais il faut essayer. En fait, en se construisant une liste de règles, Mmh. on simplifie de ouf la conception. On peut encore plus jouer sur, ce que tu évoquais Marion de, OK, j'utilise des éléments que je vais repasser par là, par là. Et en fait, j'ajoute encore un autre élément, parce qu'on parlait un peu enfin le titre parle de la signature pédagogique, mais un exercice qui est génial à faire, c'est sur un domaine précis ou pour un organisme précis, en fonction des convictions pédagogiques qu'on a ou des convictions qu'on a sur un domaine. Par exemple, ce matin, j'ai animé une formation pour des personnes qui font de la communication alternative améliorée, donc des enjeux d'accessibilité. Et bien en fait, les valeurs qui sont portées, ne serait-ce que par le sujet, qui vont être d'empathie, de partage, de Mmh. se mettre au niveau d'autres personnes, elles peuvent être incarnées dans les 30 premières minutes de chaque formation. Mmh. Et donc, on peut vraiment s'amuser pour chaque personne ou pour chaque organisme à définir son système de règles qui va à la fois nous simplifier notre conception pédagogique, qui va traduire directement nos convictions et qui va nous faire gagner du temps dans la conception, voire même encore mieux travailler en équipe. Je crois que Marion, c'est un peu ce que tu avais fait avec Open Classroom quand tu avais beaucoup, beaucoup de contenu à faire.
Allez, je te pose la question directement. Moi, je suis curieux de toi, comment tu faisais donc, tu étais avec une équipe de création de contenu qui était énorme, avec des pratiques qui étaient super différentes. Il y a un moment où vous deviez faire quelque chose de qualitatif, de pertinent ensemble. Comment vous faisiez ça? Bah, je pense qu'il y a eu plein d'éléments de ce qu'on s'est dit qui étaient là dans le sujet. Je pense qu'en gros, pour moi, il y a trois choses qu'on se différencie là et dans ce dont on parle. Il y a la partie processus, donc quand on parle de Canva, quand on parle d'analyse des processus, d'avoir des processus communs et des livrables communs et des templates et des modèles communs quand on fait un brief, un cahier des charges, quand on fait un séquençage, un storyboard, une expérience map. Quand on fait voilà tel et tel type de livrable, il y a du coup il y a des logiques de processus. Il y a la logique de composants qui est pour moi plus un choix d'orchestration quand on est en train de créer des expériences, donc à l'échelle d'une expérience. Et il y a ce que là tu mentionnes là qui est plus pour moi donc de l'ordre de la signature pédagogique, c'est-à-dire les règles d'or et les valeurs. Et au-delà de les valeurs pour les avoir accrochées au-dessus du bureau, mais vraiment les valeurs et comment on les Les traduits? roll out, comment les On les fait descendre, comment on les fait comment couler. ouais, comment elle découle sur chacun. Je suis désolée, c'est un enfer. Sur chacun des éléments de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, on se dit, OK, nous, on a cette valeur d'empathie et de care qu'on veut transmettre, qui est clé dans notre organisation et aussi clé dans nos formations. Bah, qu'est-ce que ça implique, l'empathie et la façon dont on veut transmettre ça pour bah, nous, dans notre rôle en tant qu'ingénieur pédagogique dans notre équipe, pour tous nos formateurs, pour nos apprenants. Et donc, pour moi, c'est ça, ça rentre plus dans cette Ouais. systémisation aussi de la signature pédagogique. C'est quoi nos valeurs, comment est-ce qu'on arrive de façon à avoir des comportements observables pour pouvoir bah, dire oui, en fait, moi, mes formations, c'est ça qui est super important. Je sais pas, quand on dit on veut de l'apprentissage actif, oui, ben d'accord, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique de l'apprentissage actif? Déjà, toi, en tant qu'ingénieur pédagogique, en tant que tous les formateurs que tu recrutes quand tu fais ta formation, comment est-ce que tu leur prodigues aussi de l'apprentissage actif? Comment eux le font auprès des apprenants? Comment les apprenants le font par eux-mêmes? Et donc vraiment de descendre sur toute la chaîne de valeur. Hem, Et je pense que c'est important sur ce côté de signature pédagogique. Je pense que c'est extrêmement important la signature pédagogique, mais je pense qu'aussi ça a été vachement un mot qui brille, tous ces trucs de valeur. En effet, on met des trucs un peu accrochés au-dessus du bureau, on a plein de valeurs et tout ça, et on mmh, drive pas suffisamment les équipes derrière pour qu'ils puissent mettre en pratique et que ça puisse, comme tu disais, découler. Et que ça puisse ruisseler dans les équipes et que tout le monde puisse s'en imprégner et après le réutiliser dans ses pratiques pédagogiques. Et donc là, je pense qu'il y a un truc qui est un peu dangereux, enfin dangereux, je comprends, hein, mais en tout cas qui peut être dangereux dans le sens où il peut y avoir une espèce de scission entre, OK, on a décidé d'une signature pédagogique tous ensemble, mais on n'a pas mis les moyens à disposition des gens pour qu'ils s'en emparent et qu'ils puissent ensuite le retransmettre et l'utiliser correctement et que ça transpire eux aussi dans leur façon de former et de concevoir des formations. Et là, mmh. je pense qu'il faut être très vigilant parce que ça peut créer des énormes scissions, à mon avis, dans des équipes, entre les différentes, strates, on va dire, ceux qui décident et ceux qui, font en dessous, quoi. Donc intégrer tout le monde dans la boucle pour y réfléchir tous ensemble, c'est super, ça aide, c'est clair. Mmh. Mais même en faisant ça, je pense qu'il faut, toujours avoir cet esprit, comme tu le disais très bien, Marion, d'avoir des, heu, des moments observables et quantifiables afin qu'on puisse dire: «OK, c'est pas juste un truc qu'on accroche au-dessus du bureau». Mmh. Mmh. Ouais, tu l'as passé vite fait, mais pour le coup, le fait de la construire ensemble, je pense que c'est une des Ah ouais, des clés, enfin, on peut c'est pas faire sans de essentiel. toute façon, ça peut pas se décréter puisqu'il y a une question de valeur. Et après je pense qu'il y a quand même un enjeu de pragmatisme sur à quel point on peut aller. Moi, je vois beaucoup de responsables pédagogiques qui sont un peu, dans leur truc de: «OK, j'essaye de faire des trucs et de mettre en place des choses». Là, c'est un drapeau, c'est pas un bâton, hein. Mon mime n'est pas le meilleur, mais c'est un drapeau. Heu J'essaye de mettre en place des choses et de traduire comment bien former, mais parfois ils sont un peu seuls, ou il n'y a pas le temps qui est dédié à cette cohérence qui est faite. Et en fait, au-delà d'outils, si on parle de signature pédagogique, il y a une dimension de valeur, il y a une dimension de culture. Et donc, Mmh. il y a ce qu'on peut décréter, il y a ce qu'on va faire, il y a ce qu'on met dans les process, il y a ce qu'on va vivre et ce en quoi on va croire.
Et c'est en continu, continu, continu. Et l'enjeu, c'est qu'elle puisse tourner. Enfin, pour moi, il y a deux grands enjeux. C'est qu'on puisse la faire améliorer et évoluer au fur et à mesure. Et donc, on ait des espaces pour le conscientiser, pour agir dessus. Et un autre enjeu, j'ai failli le perdre, oui, c'est que la contrainte, elle soit pas trop grande, que ça soit dans ce qu'on va se donner en termes de règles, dans ce qu'on va mesurer, dans ce qu'on va vouloir observer, qu'il puisse y avoir un delta avec un espace de liberté pour les formateurs. Sinon, ça ne va pas marcher. Il y aura trop de déperdition entre ce qu'on a voulu faire et ce qui sera réellement fait sur le terrain. Mmh. Ouais, c'est marrant la question de la liberté et de la créativité. Je trouve qu'elle arrive souvent quand on parle des systèmes et de la systémisation, parce qu'on a l'impression du coup qu'on fait un truc, qui est très productif et qui est là pour faire rentrer des ronds dans des carrés. Moi, je trouve que justement, ça amène la créativité à un niveau supérieur. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de se dire, «Ah ouais, j'ai eu un peu plus de temps donc j'ai créé cette formation où je me suis éclatée et puis, bah, en fait, on va jamais la refaire parce que, bah, du coup, tout le reste du temps, j'ai pas le temps ou j'ai pas les conditions». Bah, en fait, ça devient un composant possible, en fait et pour moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de composants, de pièces de puzzle. C'est que c'est les cartes que vous avez, Clément, dans le jeu Mmh. de modalités, et de format, c'est qu'en fait, justement, ça ouvre à l'expérimentation parce qu'on a toutes ces cartes, on sait comment elles fonctionnent et donc on n'a pas besoin de refaire la roue à l'infini. En revanche, quand on se dit: «Ah ouais, là, j'ai une nouvelle situation, où j'ai un nouvel enjeu, où j'ai vu ça, où j'ai envie de tester ça, j'ai envie de prendre une prise de risque», et bah, ça devient une expérimentation et une expérimentation Ouais. réelle parce qu'on va pouvoir mesurer si ça a fonctionné ou pas et dire aux autres: Les gars, je la mets dans une c'est une nouvelle carte sur laquelle vous pouvez jouer, allez-y, testez-la» et s'il y a 3 ou 4 personnes qui t'ont dit: «Ah moi aussi j'ai testé, ta modalité, en fait Ouais. elle fonctionne hyper bien» et bah, ça devient une règle de design, ça devient un composant et du coup pour moi ça c'est la vraie innovation pédagogique parce qu'on a testé un truc, on a essayé de le tester à plusieurs et donc d'avoir une sorte de statu quo sur est-ce que ça fonctionnel pour notre public et après on arrive à se dire: «Bah, on va la systémiser» et pour moi elle est là la créativité et la liberté dans le métier et pas de se dire: «Oui mais moi j'ai envie de partir d'une page blanche, je suis un artiste». Parce qu'en fait, c'est au détriment de tes apprenants. Si tu es pas capable aussi de te dire: «Ah bah ouais, en fait, ce composant-là, on l'a fait 4 fois, on l'a mesuré, il amène quelque part». C'est pas juste je me fais kiffer, ni en tant qu'ingénieur pédagogique ou formateur, mais en fait, je vois des résultats, je vois qu'il se passe des choses dans mon environnement de formation et donc c'est quand même ça le projet, c'est qu'on forme des Ouais. gens en fait et je trouve qu'il est important ce reminder qui n'est pas toujours pas un mot français, pour se dire que, ben, ouais, en fait, la créativité et la liberté, elle est à ce niveau-là, à mon sens. Génial. Donc, si on résume, on va arriver sur la fin de cette partie. Allez, on se donne 1 minute, 2 minutes pour se redonner. On peut parler plus de phrases, hein. C'est pas seulement 5 mots comme tout à l'heure. Ah! Libéré, libéré. La grande question qu'on avait là, c'était: est-ce qu'on peut systémiser la conception pédagogique et si oui, jusqu'à quel point? Là, dans tout ce qu'on a partagé, allez, je vous laisse faire le travail, tiens, j'ai assez travaillé. C'est quoi les grandes règles qu'on a pu se donner pour réussir à systémiser sa conception et gagner en automatisme dans la manière de fonctionner? Bah, Vas-y. vas-y. Non, vas-y, tu as l'honneur. Je pense que autant pour la conception d'un dispositif que la conception d'un système, on commence par, le qui et le problème et pas la solution Mmh. et ça, je pense que c'est super important. Ouais, je pense qu'on passe pas suffisamment de temps malheureusement sur l'analyse du public et l'analyse du besoin. Alors qu'aujourd'hui, pour en revenir à nos premières discussions qu'on a lancées à 18h30 avec, les avancées, technopédagogiques, l'IA et compagnie, je pense qu'on pourrait faire des trucs super pour justement aller chercher les pains dans les têtes de nos apprenants et pouvoir concevoir Les derrière des douleurs systèmes dans qui les têtes sont des apprenants. pardon, ouais. Oh putain, Marion, tu m'as donc pour aller C'est chercher les moi qui douleurs, ouais. propage. Pour aller chercher ces douleurs-là et pouvoir facilement, je sais pas, mais en tout cas les analyser et pouvoir les traduire en besoins de formation derrière. L'aspect de la systémisation, je pense que est-ce qu'on peut systémiser? Moi, je pense qu'on plutôt on doit systémiser. Moi, je pense que c'est le rôle d'un ingénieur pédagogique d'une certaine manière de méthodologiser, de mettre du cadre et de la science dans cette histoire pour pas qu'on pense pendant encore, 20 ans que la pédagogie, c'est une science molle et que, globalement, quand on a donné un cours une fois, on est formateur, on connaît tout et puis après on peut refaire, tout et n'importe quoi. Donc je pense que Mmh. c'est un
devoir, c'est peut-être un peu beaucoup, mais si, j'entérine. Il est 20h13, j'entérine. C'est un devoir. Je pense que l'ingénieur pédagogique doit faire ça. Et qu'après, il faut cadrer, pas pour cadrer, mais cadrer pour apporter de la méthode, de préhension auprès de tous les acteurs qui créent les formations et qui les conçoivent avec l'ingénieur pédagogique. Et voilà. Après, je pense que ça aide beaucoup, en fait. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont jamais fait, essayez sur des petites étapes de faire de créer des cadres, des petits canevas, des petits ateliers comme ça avec des outils que vous allez venir utiliser à différents moments. Vous allez voir que moi, je trouve ça juste génial de voir comment ça peut faire popper de l'intelligence collective autour d'une table et avec ces méthodes-là. Ouais, je pense d'ailleurs que c'est une règle supplémentaire qui se rajoute, c'est que pour moi, tous ces systèmes, c'est, collectif et itératif, quoi. C'est-à-dire Ouais, que c'est clair. on n'a jamais fini, il y a plein de choses qui peuvent être mis en question régulièrement et ça se fait en collectif et si le collectif, c'est, pas un collectif de formateurs ou d'ingénieurs pédagogiques parce que, ben, vous êtes tout seul et ben, c'est votre collectif de, comme Clément le mentionnait, de, ben, les experts, les apprenants et le commanditaire qu'on peut mettre tous Mmh. autour d'une table. Mais clairement, c'est quelque chose qui se fait, de toute façon un système, on peut faire un système pour soi-même tout seul, c'est, précieux, mais ça a encore beaucoup plus de résonance quand on peut commencer à le transmettre et à le co-designer à plusieurs et à voir aussi les deltas entre les façons de faire et les façons de transmettre, entre différentes personnes. C'est de là où on s'apprend aussi les uns les autres.